Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Sciences Occultes. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte d'un personnage fantastique, à savoir Rasputin, l'homme qui murmurait à l'oreille du tsar. À la fois moine, prophète et guérisseur, tentons d'en apprendre un peu plus sur cet intrigant personnage. Grigori Yefimovitch Rasputin est né dans les environs de 1869, bien que nous ne connaissions pas la date exacte. Il est né dans le village de Pokrovskoye, dans les confins de la Sibérie. Nous retrouvons la trace de son baptême et nous savons qu'il eut de nombreux frères et sœurs, dont certains vont mourir avant l'âge adulte. Quant à son nom de Rasputin, ce n'était pas son véritable nom de famille, mais plutôt un surnom couramment utilisé à cette époque, surtout dans les confins de la Sibérie. On le retrouve d'ailleurs toujours actuellement. Rasputin se traduirait par le débauché ou la croisée des chemins. Or, Rasputin utilisera uniquement ce nom par la suite lors de ses futures pérégrinations. Il passa toute son enfance en Sibérie et lors de cette fin de 19e siècle, la vie était particulièrement rude, la vodka était également la boisson locale. Il n'y avait pas non plus d'instruction, ce qui fait que Rasputin apprendra les rudiments de la lecture et de l'écriture seulement au cours de ses voyages lors de sa vie d'adulte. Mais dès sa plus tendre enfance, de nombreux villageois constatèrent chez lui des pouvoirs apparents de guérison et il pouvait apparemment communiquer et apaiser les animaux. Toujours dans son enfance, il fit une chute dans une rivière d'eau glacée avec son frère Andrej. Son frère va mourir et Grigori aura une longue pneumonie, en ressortira indemne, mais néanmoins passera une longue période de dépression, mais également de surexcitation. Il continuera à travailler toute son enfance avec son père à la ferme et gardera de cette époque les rudes traditions des paysans de Sibérie, des vêtements amples, des mains crasseuses, le visage hirsute et des manières un peu brusques. Rasputin est un personnage plein de paradoxes. D'un côté, il va suivre l'instruction des moines religieux, les starets, et de l'autre côté, il déborde d'énergie et est sujet à de nombreuses pulsions, notamment une sexualité absolument débordante, mais qu'il assouvit facilement. Il se mariera néanmoins en 1888 avec Prakovia Feodorovna, qui lui donnera 5 enfants, dont les 2 premiers vont mourir. Il aimera profondément sa femme, même s'il la trompera abondamment tout au long de sa vie. Mais malgré les futurs voyages de Rasputin et malgré sa vie mondaine à Saint-Pétersbourg, il retournera périodiquement toujours dans son foyer, ses racines, ses attaches, qu'il ne délaissera jamais. La première expérience mystique de Rasputin intervint en 1894. Lors des travaux au champ, il aurait été témoin de l'apparition d'une vierge lumineuse. Il décide alors d'en parler à Makari, un moine ascète du village qui était plus ou moins son père spirituel. Ce dernier lui conseilla de s'investir plus abondamment dans la religion orthodoxe et d'entreprendre un pèlerinage vers le mont Athos en Grèce qui se trouvait à plus de 3000 km. Rasputin accepta et entreprit le voyage. 10 mois de voyage pour se rendre au mont Athos, mais une fois sur place, il sera déçu de l'instruction des moines et même du lieu. Néanmoins, au retour, il visitera de nombreux monastères et échangera beaucoup sur la religion. Son voyage en tout durera 2 années. Il continuera par la suite à vivre des expériences mystiques et partir en tant qu'ermite, où il vivra de l'aumône et de la charité. Il frappera à la porte des monastères, aussi bien pour avoir le gîte et le couvert, mais également bénéficier de l'instruction religieuse, et commencera à se faire connaître pour ses talents de guérisseur. Il partira également plusieurs fois en pèlerinage à Kazan et à Kiev où il commencera à prêcher et de nombreuses personnes se déplaceront pour écouter ses discours, ce que l'église orthodoxe commence à voir d'un mauvais œil mais néanmoins ne trouve rien à lui reprocher. D'ailleurs il prononcera souvent cette phrase « Ce n'est pas moi qui guéris, c'est Dieu ». Il a de plus en plus de succès, mais néanmoins, paradoxalement, il continue sa vie de débauche. Il est bagarreur, séducteur, alcoolique et même voleur. À cette époque, il fréquentera également de nombreuses sectes ésotériques au sein de l'orthodoxie, notamment celle des Christi, qui mélangent la danse, l'érotisme et la transe mystique, ce qui conviendra parfaitement au caractère de Rasputin, qui va d'ailleurs développer un dogme bien particulier. Il considère que l'on peut atteindre la régénération de l'âme et le salut par un excès de péché, ce qui n'est pas banal comme concept.
Mais les choses vont rapidement changer lorsqu'il reçut une invitation à se rendre à Saint-Pétersbourg par la grande-duchesse Militsa, qu'il avait préalablement rencontrée à Kiev et à qui il avait fait une très forte impression. Il accepta de se rendre à la capitale où régnait à cette époque le tsar Nicolas II. Lors de ce voyage, il assista notamment à la canonisation d'un saint, Séraphin de Sarov, et lors de cette assemblée, il entrera dans une sorte de transe mystique devant une large assemblée et annoncera la naissance d'un héritier au trône. Et quelque temps plus tard, le tsarevitch Alexis va bel et bien venir au monde, mais malheureusement souffrant d'hémophilie. Une fois arrivé à Saint-Pétersbourg, Rasputin n'a qu'un seul objectif, rencontrer le tsar et la tsarine qu'il trouve trop occidentalisés. Il veut les ramener et les initier à la véritable âme russe, la tradition, celle qui vient des campagnes sibériennes, et il veut leur apporter ce bienfait, les remettre dans le droit chemin par rapport à son point de vue. Il a quelques cartes à jouer dans sa manche. Tout d'abord, il a une lettre de recommandation de son vicaire de Kazan qui va pouvoir le mettre en relation avec l'évêque Serguy, qui lui-même, séduit par les talents d'orateur de Rasputin, va mettre en relation avec certaines personnes influentes du palais du tsar. Ensuite, grâce à la grande-duchesse Militsa, il put s'approcher de certaines personnes influentes encore une fois et commencera à prodiguer ses talents de guérisseur à certaines personnes résidant dans l'entourage du tsar. Mais néanmoins, il ne rencontrera pas Nicolas II à cette période. Il retournera faire un bref séjour dans sa maison familiale, dans son village de Prokhoskoye. Ce n'est qu'à partir de 1905 et les tourments révolutionnaires qu'il va revenir à Saint-Pétersbourg. Or, à cette époque, la tsarine Alexandra cherchait désespérément nombre de guérisseurs afin de soigner le jeune tsarevitch Alexis souffrant d'hémophilie. C'est ainsi que par l'intermédiaire de la grande-duchesse Militsa, Rasputin fut mis en relation avec le palais impérial et la tsarine. Il fut appelé au chevet du malade. Il chassa tout d'abord les médecins, imposa ses mains et il sembla soigner ou du moins avoir de résultats positifs sur le jeune Alexis. C'est ainsi qu'il put rencontrer le tsar Nicolas II et la tsarine Alexandra. Il leur parla avec son franc-parler sibérien, appelant Nicolas II papa et appelant la tsarine Alexandra maman. Autant vous dire, il avait du culot. Mais étrangement, cela sembla séduire le tsar Nicolas II. Et il se rendit directement indispensable à la famille royale, voyant en lui le seul espoir de soigner l'héritier du trône. Nicolas II, de plus, voyait en lui une sorte de lien entre la couronne, entre l'église et entre le peuple. Rasputin gagna rapidement en influence auprès du couple impérial, qui voyait en lui une sorte de messager de Dieu destiné à soigner leur fils. C'est ainsi qu'il fut invité à de nombreuses soirées mondaines et commença à côtoyer le grand monde de l'aristocratie russe, mais néanmoins sans perdre son style très personnel et toujours son mode de vie de débauche. C'est ainsi que de nombreuses personnes de la cour impériale le prennent pour guérisseur et de nombreuses femmes le prirent pour amant. Rasputin fascinait et terrifiait en même temps. Il avait un regard hypnotisant que les gens n'arrivaient pas à supporter. Il alternait les séances de guérison, d'orgie, d'excès en tout genre, séduisait la femme des notables du royaume, mais en plus de ça, il pratiquait des exorcismes et des prières à Tsarskoye Selo, le palais impérial. En 1907, le tsarevitch eut une crise aggravée de sa maladie et les médecins étaient complètement désemparés. C'est ainsi que Rasputin fut appelé au chevet du malade et après 10 petites minutes de prière, il prononça cette phrase « Ouvre les yeux mon enfant ». Le tsarevitch se réveilla, tout souriant, et sa santé se rétablit rapidement. À partir de cet événement, Rasputin fut officiellement en charge de veiller sur la santé des membres de la famille impériale et il eut de ce fait ses entrées permanentes au Tsarskoye Selo. À savoir que le tsar et la tsarine avaient une totale confiance en lui, ce qui n'était pas le cas du peuple, mais également des aristocrates, qui voyaient en lui un mauvais messager, un personnage détestable et dangereux. A noter aussi que Rasputin n'a jamais fait étalage de richesse et n'a jamais cherché à profiter de la situation pour ses bienfaits personnels et s'enrichir. Les seules marques de luxe extérieures qu'il arborait étaient une chemise de soie confectionnée par la tsarine ainsi qu'une croix d'or magnifique également offerte par la tsarine. Mais la position de ce mystique sibérien inquiétait de plus en plus le Conseil des ministres, qui pensait que Rasputin pouvait influencer les décisions du couple royal, ce qui en soi était parfaitement vrai. Ils décidèrent donc de le mettre sous surveillance de l'Okhrana, la police secrète du tsar, mais sans que le tsar soit au courant. Après de nombreux rapports, ils purent faire pression sur le couple impérial afin d'exiler Rasputin, qui retourna tranquillement chez lui à Prokhoskoye et fit même quelques pèlerinages à Kiev et ailleurs. Mais quelques temps plus tard, en 1912, le tsarevitch Alexis eut un grave accident et tomba gravement malade. Tous les médecins le pensaient condamné et il reçut même les dernières onctions. Désespéré, la tsarine Alexandra fit envoyer une missive à Rasputin. Quand il la reçut, il se mit en prière et en extase devant une statue de la Vierge et envoya cette réponse.
Ne vous inquiétez pas, Dieu a entendu vos larmes et vos prières, le petit ne mourra pas. Et il envoya le télégramme. Une fois reçu, la santé du tsarevitch s'améliora miraculeusement et il se rétablit complètement. C'est ainsi que le couple impérial fit immédiatement revenir Raspoutine pour vivre à Saint-Pétersbourg, et même les plus sceptiques voyèrent ici un miracle. Dans les années qui suivirent, la politique européenne était en pleine effervescence et atteindra son paroxysme avec le 28 juin 1914 et l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, élément déclencheur de la Première Guerre mondiale. Mais moins connu, le lendemain, le 28 juin 1914, c'est Raspoutine qui échappa à une tentative d'assassinat au couteau. Néanmoins, il eut une longue convalescence, mais se remit sur pied et gagna encore plus en influence auprès du couple impérial. Il pouvait jouer sur la carrière des généraux et la nomination des ministres, ce qui inquiétait particulièrement les aristocrates, sachant qu'il continuait sa vie de débauche encore plus qu'avant, d'alcool, de sexe et de diverses transes mystiques. Mais les événements se précipitent et le 1er août, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie dans un sentiment d'exaltation. Raspoutine, quant à lui, est un fervent défenseur de la paix et exhorte Nicolas II à ne pas s'engager dans ce conflit pour plusieurs raisons. Tout d'abord, militairement, la Russie n'est pas prête depuis sa défaite de 1905 contre le Japon. Dans un deuxième temps, ces guerres européennes commerciales n'ont pas d'intérêt pour la Russie et Nicolas II doit devenir le père du peuple. Troisièmement, cette guerre provoquera la ruine de la Russie. Mais Nicolas II, poussé par ses ministres, les aristocrates et les ministres, va néanmoins engager le conflit. Et après quelques succès initiaux, ce sera le revers de la médaille et c'est les Allemands qui vont prendre l'ascendant, provoquant un véritable désastre dans les troupes russes. C'est ainsi qu'un véritable sentiment national se cristallisa contre Raspoutine et la tsarine Alexandra. Cette dernière étant de nationalité russe, on l'accuse de connivence avec l'ennemi et Raspoutine son confesseur. C'est ainsi qu'une véritable conjuration se mit en marche contre Raspoutine dans le but de l'assassiner. La nuit du 29 au 30 décembre 1916, il sera invité à une réception dans le palais du prince Félix Yusupov, lui-même marié à la grande-duchesse Irina, nièce de Nicolas II, ce qui avait pour but de le mettre en confiance. Préalablement, les conjurés vont empoisonner les aliments et la boisson afin de le tuer. Or, Raspoutine mangea et buva allègrement les différents mets empoisonnés, mais ne mourra pas. Il résista au poison, mais va tituber légèrement, comprenant qu'on voulait l'assassiner. Il réussit à s'enfuir de la maison. Mais les conjurés le rattrapèrent et lui tirèrent dessus à 2 reprises. Néanmoins, Raspoutine ne mourra pas. C'est alors qu'un troisième homme plus expérimenté lui tira une balle directement dans la tête. C'est alors qu'ils l'enveloppèrent dans un linge blanc et le rouèrent de coups avec des objets contendants. Ensuite, ils précipitèrent son cadavre dans la rivière. Or, ce qui est très intriguant, c'est que son corps ne sera retrouvé que 4 jours plus tard, et l'autopsie révélera des choses très intéressantes. Tout d'abord, Raspoutine n'est pas mort du poison. Ensuite, il semblerait que les diverses coups d'armes à feu, les 2 balles dans le corps et la balle dans la tête, n'en soient pas non plus venus à bout, ainsi que les rouages de coups. Il semblerait que Raspoutine soit mort de noyade, ce qui veut dire qu'au moment où il était enveloppé dans le linge et qu'il fut précipité dans la rivière glacée, il respirait toujours. Mais quelques années plus tôt, Raspoutine avait fait une prédiction au tsar Nicolas II. Il lui avait dit ces mots : « Si je meurs de la main d'un homme du peuple, tu vivras, ton fils vivra et deviendra tsar. Si je meurs de la main d'un aristocrate, je mourrai dans d'atroces souffrances, mon corps ne trouvera pas le repos, tu perdras ta couronne, toi, ton fils et toute ta famille seraient massacrés, un déluge s'abattra sur la Russie et elle tombera dans les mains du diable. » Or, cette prédiction s'est révélée exacte. Quelques mois plus tard, ce sera la révolution de février 1917 et l'avènement du pouvoir bolchevique sur la Russie. Encore quelques temps plus tard, Nicolas II et toute sa famille, les Romanov, seront massacrés par les troupes bolcheviques. Ce sera la fin du tsar de Russie. Raspoutine avait raison sur ce point. Mais quel était donc le véritable pouvoir de Raspoutine ? Avait-il des talents de guérisseur ? Peut-être. Des talents de prophète ? Peut-être. Mais il avait un pouvoir qui, dans tous les cas, lui, était bien réel. Ses pouvoirs des yeux. Son contrôle sur les gens. Cette faculté qu'il avait d'hypnotiser les personnes, de les mettre sous son contrôle, de les influencer. Là était réellement son vrai pouvoir. Peut-être que les autres sont aussi existants, mais en tout cas, dans tous les cas, Raspoutine a été un maître des forces invisibles. J'espère que tout comme moi, vous aurez été captivé par l'histoire fabuleuse du moine Raspoutine. Dans tous les cas, pensez à liker, commenter et partager la vidéo afin de faire découvrir la chaîne. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez également me soutenir sur le Tipeee de l'émission, ce qui vous donnera également accès aux émissions privées de l'Academia, des vidéos non vulgarisées. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour des émissions histoire, archéologie, mythologie et sciences occultes sur la chaîne Arcana. À très bientôt.